طريق القدس يمر بالقلمون وبالزبداني وبحمص. طريق فلسطين لا ما بتمر بالزبداني ودمشق. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction à la une de l'actualité. Talal Ourdouni a succombé à ses blessures cet après-midi. Le responsable du Fatah n'a pas survécu à une tentative d'assassinat dans le camp d'Ain el-Helweh. La Turquie rentre en guerre non seulement contre l'État islamique en Syrie mais aussi contre le PKK en Irak. Le président Erdogan demande le soutien de ses compatriotes. L'Afrique est en marche, déclare Barack Obama depuis le Kenya. Accueil retentissant pour cette visite inédite du président américain dans le pays de ses ancêtres. Et on commence tout d'abord ce journal par cette information. Le responsable du Fatah, Talal Ourdouni, a succombé à ses blessures cet après-midi. Plus tôt dans la journée, il avait été victime d'une tentative d'assassinat dans le camp palestinien de Ain el-Helweh à Saïda. Son garde du corps a également été tué. La tension est aussitôt montée d'un cran à l'intérieur du camp. Une explosion avait déjà visé en mai 2004 le bureau de Talal Ourdouni. Ce dernier était sorti indemne de l'attaque dans laquelle 3 personnes avaient été blessées. C'est l'image du jour. Face à l'impasse dans la crise des déchets, le ministre de l'Environnement en appelle à la bonne volonté de chacun. Faute de trouver des municipalités volontaires pour accueillir les détritus de la capitale, Mohamed Machnouk propose aux citoyens de stocker les ordures chez eux en attendant une solution. Dans un communiqué, il demande aux Libanais de s'armer de patience et de soutenir son ministère. Les habitants de Beyrouth et du Mont-Liban sont donc invités à rassembler leurs déchets non organiques dans des sacs à la maison. Machnouk encourage également les industries et les entreprises commerciales à recycler. Le maire de Beyrouth, Bilal Ahmad, assure de son côté au quotidien Daily Star qu'il est sur le point de conclure un accord avec une compagnie privée chargée de ramasser les déchets de la capitale. La question sera ensuite de savoir où acheminer les 22 000 tonnes d'ordures du pays. Eh bien, on attend une réponse du Conseil des ministres qui se réunira mardi prochain. Qui donc succédera à la décharge de Naameh, fermée depuis lundi par ses habitants excédés? Depuis le début de la crise, plusieurs lieux ont été évoqués, les noms de Bouch Hamoud et de Khaldé. 2 zones situées respectivement au nord et au sud de Beyrouth ont été avancées aujourd'hui par Walid Jumblat. Le chef du Parti socialiste a par ailleurs écarté la possibilité d'une réouverture de la décharge de Naameh. Et à ce stade, cette question semble bel et bien dans l'impasse. Mohamed Machnouk, le ministre de l'Environnement, a donc déclaré que des municipalités allaient être choisies pour accueillir les vidanges de la capitale. Un dénouement qui paraît pour le moins incertain au vu de la réaction de certains élus. Il y a en effet peu de volontaires. Le point avec Julien Cheïda. Des montagnes de déchets en plein Beyrouth. Cela fait une semaine que la capitale croule sous les ordures. La puanteur a envahi les rues. Cette habitante ne cache pas sa colère. L'odeur est insupportable. Il faut presque mettre des masques pour parler ou respirer dans la rue. Et il y a aussi le risque de propagation des maladies. Pourquoi les autorités ne trouvent-elles pas de solution? Honte sur notre classe politique. La moindre des choses, c'est de nous éviter ce triste spectacle, surtout en pleine saison touristique. D'ordinaire, c'est dans cette région au sud de Beyrouth que sont entreposés les déchets, dans la décharge de Naameh. Mais les habitants du village avoisinant ont bloqué son accès, excédés par sa présence. Lors de sa création en 1997, le site n'était qu'une solution provisoire prévue pour recueillir 2 millions de tonnes d'ordures. Presque 20 ans plus tard, 15 millions de tonnes ont été entreposées. Une situation insupportable pour les riverains. On ne peut pas ouvrir nos fenêtres ni nos portes, qu'il fasse jour ou nuit, à cause des gaz qui s'échappent des ordures. Ils sont toxiques. Il ne faut surtout pas qu'on les respire. Le site a fermé la semaine dernière.
Le gouvernement en cherche un autre, mais les solutions sont rares et les ministres peinent à se mettre d'accord. Il y aurait en tout plus de 22 000 tonnes d'ordures laissées à l'air libre dans tout le pays. Allez, dans le reste d'actualité, la Turquie rentre en guerre non seulement contre l'État islamique, mais aussi contre le PKK, après plusieurs raids aériens inédits contre des positions du groupe djihadiste en Syrie. Les avions turcs ont bombardé en Irak des unités du Parti des travailleurs du Kurdistan. Une mobilisation pour laquelle le président Erdogan demande le soutien de ses compatriotes. Une nouvelle manifestation de sympathisants pro-kurdes a eu lieu à Istanbul, provoquant des heurts avec la police. L'attentat suicide de lundi qui a tué 32 personnes dans la ville kurde de Suruç a provoqué la colère de toute une communauté. Restez des nôtres au retour de la pause. En Tunisie, la nouvelle loi antiterroriste critiquée par la société civile. Retour sur le plateau de l'info, l'Afrique est en marche, a affirmé ce samedi au Kenya Barack Obama. Le président américain a été accueilli par un tonnerre d'applaudissements au premier jour d'une visite inédite et placé sous haute sécurité dans le pays de ses ancêtres. Vanessa Abba nous raconte la suite. Un tonnerre d'applaudissements et de cris de joie à l'arrivée de Barack Obama. C'est une fierté pour le Kenya, accueillir le président des États-Unis, mais aussi le Forum mondial de l'entrepreneuriat qui se tient pour la première fois en Afrique subsaharienne. Avant de parler économie, Barack Obama a une surprise pour son auditoire. Quelques mots en swahili, la langue de ses ancêtres. Ce forum est avant tout l'occasion pour Washington de renforcer ses liens commerciaux avec le continent. Les États-Unis veulent rattraper leur retard face à la Chine. L'Afrique est en marche. L'Afrique a l'une des croissances les plus rapides au monde. Les gens sortent de la pauvreté, les salaires augmentent, la classe moyenne prend de l'ampleur et des jeunes comme vous savent exploiter la technologie pour changer la façon dont l'Afrique fait des affaires. Une Afrique en marche. Après ces mots, le président kényan n'a qu'une mission à confier à son homologue. Quand vous rentrerez chez vous, quand vous voyagerez autour du monde, racontez aux gens ce que vous avez vu ici au Kenya. Partagez votre expérience, qu'ils sachent que l'Afrique est prête à faire des affaires. Autre dossier au programme, les questions sécuritaires. Les États-Unis sont un allié important du Kenya dans la lutte contre le terrorisme. Nairobi combat les Shebabs affiliés à Al-Qaïda qui ont notamment mené un assaut sanglant contre un centre commercial de la capitale en 2013 et contre une université du nord-est du pays cette année. Le Parlement tunisien a adopté une nouvelle loi antiterroriste, objectif renforcer les moyens de lutte contre la mouvance djihadiste responsable des récentes attaques meurtrières en Tunisie. Mais le texte a été vivement critiqué par les ONG et la société civile. Pour ces militants, la loi contient des failles qui pourraient conduire à des dérives liberticides. Les explications d'Inès Olagaray. Une ovation au Parlement tunisien. Nous avons vécu un moment historique et émouvant. Après 3 jours de débat et des heures de discussion à huis clos, les députés ont approuvé une nouvelle loi sur la lutte contre le terrorisme, à 174 voix pour, 10 abstentions et 0 voix contre. Vous savez que cette loi est très importante dans la lutte contre le terrorisme. Elle va faciliter le travail des forces de sécurité intérieure et de l'armée nationale. Elle va aussi faciliter le travail des magistrats. Il y a des spécificités qui améliorent la loi de 2003. Et dans ces spécificités, plusieurs interpellent les défenseurs des droits de l'homme. Absente de la loi de 2003, la peine de mort refait son apparition, alors qu'un moratoire sur les exécutions existe depuis 1991. Ce nouveau texte prévoit aussi une garde à vue de 15 jours pendant lesquels le suspect ne peut pas consulter son avocat. Enfin, le recours aux écoutes téléphoniques devrait aussi pouvoir se faire plus facilement. Les ONG dénoncent des mesures rétrogrades. Le gouvernement, lui, y voit une loi forte. Quelques heures avant le vote, le ministère de l'Intérieur annonçait que plusieurs projets d'attentats avaient été déjoués dans le nord du pays. Depuis les attaques de Sousse et du Bardo, les autorités multiplient les annonces pour tenter de rassurer les touristes étrangers.
Alexandru Vicinescu, 89 ans, a été condamné à 20 ans de réclusion. L'ex-commandant d'un des pires pénitenciers de la Roumanie communiste était accusé d'avoir soumis à un régime d'extermination les détenus politiques de la prison de Râmnicu Sărat dans l'est du pays. La sentence est tombée au terme du premier procès du genre dans le pays, 25 ans après la chute du régime totalitaire. Olivier Boulanc. Il a refusé de se rendre à l'audience. Alexandru Vicinescu, 89 ans, vient d'être reconnu coupable de crimes contre l'humanité. Il est condamné à 20 ans de réclusion, le parquet en demandait 25. Il a désormais 10 jours pour faire appel. C'est un moment très important. On n'en est peut-être pas assez conscient. C'est pour la première fois en Roumanie qu'une cour a donné un verdict à l'encontre de quelqu'un qui a été à l'origine des crimes commis contre des détenus politiques. Des prisonniers politiques qui étaient regroupés dans la prison de Râmnicu Sărat. Alexandru Vicinescu en a été le commandant de 1956 à 1963. Durant cette période, 14 détenus sont morts. Valentin Cristea est le seul survivant à avoir pu témoigner. On nous avait enlevé toutes les choses du lit, le matelas, le coussin, on avait le lit métallique uniquement, l'armature, qu'on devait renverser et coller au mur pour qu'on ne puisse pas s'y asseoir durant la journée. Le réquisitoire a dressé une longue liste de souffrances et d'humiliations auxquelles étaient soumis les détenus. Un enfer du silence pour ces hommes seuls dans leurs cellules. Alexandru Vicinescu n'a exprimé ni regret ni excuse. Il s'est défendu en affirmant avoir obéi aux ordres. Un deuxième procès visant un ancien commandant d'un camp de travail a commencé en avril à Bucarest. Plus de 600 000 personnes ont été détenues pour raisons politiques entre 1947 et 1989 en Roumanie. Bientôt, la fin du plus grand tueur en série d'Afrique, de celui qui provoque la mort d'un enfant chaque minute. L'Agence européenne du médicament a émis pour la première fois un avis positif sur un vaccin contre le paludisme qui infecte en moyenne 198 millions de personnes et fait 584 000 morts par an, dont 90% en Afrique. 78% des victimes sont des enfants de moins de 5 ans. Lucie de Biol nous en dit plus. C'est une avancée qui pourrait changer le destin de beaucoup d'enfants africains. Pour la première fois, un vaccin contre le paludisme a reçu un avis positif de l'Agence européenne du médicament. C'est le premier vaccin au monde contre un parasite. Ce n'est pas simplement le premier vaccin au monde contre le paludisme. Personne n'avait réussi à le mettre au point avant et il y a à peine 10 ans, les scientifiques les plus réputés affirmaient que c'était une mission impossible. Baptisé Mosquirix, le vaccin est destiné aux bébés de 6 semaines à 17 mois. Les essais réalisés sur des enfants de cet âge ont prouvé que le sérum permettait de prévenir la maladie chez certains. Mais l'efficacité reste limitée car les effets du vaccin diminuent au bout d'1 an. Après la validation de l'Agence européenne du médicament, c'est désormais à l'Organisation mondiale de la santé de livrer ses recommandations. L'évaluation de l'agence européenne sera réexaminée par l'OMS en octobre. Et nous regarderons le vaccin du point de vue de la santé publique. Nous nous poserons la question des conditions de son utilisation sur le terrain, dans les pays en développement. Nous regarderons s'il est abordable et l'efficacité de son coût. S'il franchit les dernières étapes, le vaccin sera commercialisé au plus tôt en 2017 dans les pays où la maladie est endémique. Chaque jour, plus de 1300 enfants meurent du paludisme, principalement en Afrique. Et c'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Talal Ourdouni a succombé à ses blessures cet après-midi. Le responsable du Fatah n'a pas survécu à une tentative d'assassinat dans le camp de Ain el-Helwe. La Turquie rentre en guerre non seulement contre l'État islamique en Syrie, mais aussi contre le PKK en Irak. Le président Erdogan demande le soutien de ses compatriotes. L'Afrique est en marche, déclare Barack Obama depuis le Kenya. Accueil retentissant pour cette visite inédite du président américain dans le pays de ses ancêtres. Très bonne suite de programmes sur notre antenne et bon week-end à toutes et à tous.
طريق القدس يمر بالقلمون وبالزبداني وبحمص. طريق فلسطين لا ما بتمر بالزبداني ودمشق.